c'est que le Royaume-Uni et les États-Unis sont des sociétés qui sont polarisées sur la question du racisme. Alors qu'en France, il y a, notamment sur le déni de l'islamophobie et sur la diabolisation de l'antiracisme, une unanimité des élites culturelles, intellectuelles et politiques. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France et en Angleterre. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Et cet épisode spécial est enregistré en collaboration avec l'université King's College London. Les montages, mixages et réalisations sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit, qu'on remercie infiniment. Aujourd'hui, Kiffe ta race est à Londres et c'est depuis le campus de King's College que nous enregistrons pour explorer les questions raciales entre la France et l'Angleterre. En qualité de Research Visiting Fellow. Ça claque. Cet épisode fait partie d'un projet de résidence, Activist in Residence, intitulé Race Across the Channel, initié avec la Faculté des Arts et des Sciences Humaines. Et avec ce projet, on veut parler de race, d'inégalité et de discrimination dans nos deux pays voisins. L'objectif est de partager des savoirs des deux côtés de la Manche pour renforcer l'antiracisme, tisser un réseau européen et proposer des ressources pour les activistes confrontés à des attaques réactionnaires. Et on remercie infiniment le Dr Reza Zia Ebrahimi, historien, maître de conférence à King's College London, qui nous a invités à mener ce projet. Bonjour Reza. Bonjour Rokhaya, bonjour Grace. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu as notamment écrit Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, paru aux éditions La Découverte. Aux éditions n'importe quoi. On a tellement l'habitude des éditions La Découverte que c'est un automatisme, quoi. Tu as notamment écrit Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, paru en 2021 aux éditions Amsterdam. Et d'ailleurs, on avait voulu te recevoir à ce moment-là, mais ça s'était pas fait. Donc, on est très, très contente que tu nous reçoives sur ton lieu de travail, à l'université de King's College. Et dans Kiffe ta race, on va te poser notre question rituelle. Nous demandons à nos invités si elle ou il se situe sur le plan racial. Rokhaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme asiatique. Et toi, Reza, est-ce que tu te situes et si oui, comment ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité car je suis un très grand fan de votre podcast que j'écoute assidûment depuis des années. Merci. Et je trouve que c'est probablement le meilleur podcast sur les questions raciales, toutes langues confondues. Et c'est exactement pour ça qu'on t'a invité, pour dire cette phrase. Merci Reza, c'était un super épisode. Au revoir. Donc pour en revenir à votre question, évidemment, personnellement, je ne m'auto-racialise pas, mais je suis bien conscient d'être racisé dans la société occidentale postcoloniale dans laquelle je vis, comme homme originaire du Moyen-Orient, arabe ou iranien. Ce qui est un petit peu paradoxal car les Iraniens ne sont pas des Arabes. En tout cas, historiquement, le nationalisme iranien s'est défini contre l'arabité. Mais je pense que dans le regard occidental, la différence entre les deux est effacée. Et donc, personnellement, j'essaie de critiquer cette différenciation dans mon travail et d'assumer aussi l'étiquette arabe qu'on m'accole. Ceci étant dit, donc je suis racisé, mais ma positionnalité est plus complexe que ça. Je suis aussi neurodivergent dans une profession qui favorise le validisme. Et par contre, à d'autres égards, je suis privilégié. C'est-à-dire, je suis un homme, je suis hétérosexuel et j'ai un certain nombre de privilèges de classe également. J'ai suivi un cursus universitaire extrêmement prestigieux. Etc. Et donc, le résultat de tout cela et de ma positionnalité est que j'ai, au cours de ma vie, évolué principalement dans des espaces blancs, soit dans l'école privée que j'ai fréquentée en Suisse, soit au sein de mon ex-belle-famille norvégienne, car j'étais avec une Norvégienne pendant une quinzaine d'années. J'ai vécu aussi en Norvège pendant 2 ans. Est-ce que, avant que tu poursuives, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où justement tu t'es rendu compte de cette position que tu avais ? Oui, je pense que
À un moment dans ma vie, je suis devenu conscient de ma position subalterne ou de ma vulnérabilité, précisément dans ces espaces blancs et je pense que j'y étais, très mal préparé, du fait précisément des privilèges que j'ai décrits, tout à l'heure. Et heu et donc les situations problématiques dans lesquelles je me suis trouvé étaient principalement des situations de déni de mon expérience, d'invalidation de mon expérience de racisé et aussi plus globalement de déni, du racisme. Alors, juste avant que tu poursuives, pour qu'on comprenne bien, tu as grandi dans un contexte où tu n'avais pas conscience du racisme, où tu n'avais pas l'impression d'être exposé au racisme, et du jour au lendemain, en fait, tu l'as vu s'appliquer à toi. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter, enfin rapidement, ce qui t'a C'est révélé à ça? peu près ça, c'est à peu près ça. Donc quand je grandissais, en Suisse, j'avais une, vague conscience de l'existence du racisme et donc j'avais mis en place un certain nombre de stratégies, pour contrer le racisme de manière totalement inconsciente, à travers ma manière de m'habiller, à travers ma manière de m'exprimer, pour en quelque sorte me défendre contre, la possibilité de mon classement racial. Je me suis ensuite, trouvé en Norvège où ces stratégies sont devenues inopérantes parce que je ne parlais pas la langue et cetera et donc mon expérience en Norvège a été que j'ai été, mis à nu en quelque sorte et donc j'ai été confronté, notamment dans les transports en commun, c'était une expérience dont je me souviens très bien, à toute l'hostilité de l'homme blanc norvégien d'un certain âge, qui se retrouvent dans leur regard, hostile et insistant et heu et c'est une expérience dont j'ai essayé de parler avec, les personnes que je connaissais, c'est-à-dire des personnes extrêmement proches, les personnes les plus proches, mon cercle, immédiat, mon ex-épouse, mes amis, de la famille, de la belle famille plutôt et j'ai été confronté en fait à un refus catégorique d'empathie. Quelque chose qui m'a surpris, qui m'a étonné, qui m'a, je pense, beaucoup traumatisé, également et dans ces situations-là, le déni de mon expérience, était toujours suivi par une séquence de toujours les mêmes, donc en fait, une séquence de comportements, qui sont toujours les mêmes, souvent l'agression: «Comment oses-tu?» L'outrage personnel: «Mais tu nous insultes». Et suivi, fréquemment de chantage émotionnel. «N'avons-nous pas été bons avec toi? N'avons-nous pas été généreux avec toi?» et donc on se retrouve dans une situation où la charge est inversée, dans le sens où vous vous retrouvez être, l'oppresseur et alors même que c'est exactement, l'inverse et j'aimerais préciser que tout cela était, d'autant plus étonnant que cela venait de la part de personnes très proches et de la part de personnes qui se pensaient antiracistes ou au moins non racistes. Donc ce sont des gens qui majoritairement votent à gauche, expriment des points de vue non racistes et antiracistes. Donc en fait, merci beaucoup d'avoir partagé, avec nous une partie de ta vie, personnelle qui permet d'éclairer, la conversation qu'on va avoir, puisque on va parler de déni, du racisme qui effectivement, comme tu viens de le dire, t'a touché personnellement, mais aussi un des mécanismes de la perpétuation, du racisme dans nos pays, enfin dans les pays, où nous vivons, respectivement. Donc pour commencer, toi, tu nous as dit que tu avais, grandi en Suisse, tu as vécu en Norvège, mais tu es installé, au Royaume-Uni. À plein d'égards, le Royaume-Uni a des points communs avec la France. C'est un pays, de taille et en termes de nombre de population, un peu équivalente. 67 millions de personnes en France. Ce sont d'anciens empires coloniaux, majeurs, des empires esclavagistes également. Ils ont mis en place des systèmes pour, reformuler leur statut colonial avec d'un côté la francophonie, de l'autre côté le Commonwealth, aujourd'hui toujours opérant. Est-ce que tu peux nous parler de ça, ces similarités qui existent entre nos 2 pays? Oui, je pense que ce qui est important, c'est que ces 2 pays ont une position centrale dans l'histoire de l'esclavagisme, et l'histoire du colonialisme et aussi une position centrale dans l'élaboration des systèmes de domination raciale
tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ce sont aussi deux sociétés postcoloniales où la colonialité, où les rapports coloniaux perdurent et continuent à exister, ce qui donne cette structure raciale à ces deux pays. Ceci étant dit, il y a quand même un certain nombre de différences. Je pense que en France, la France a une place beaucoup plus importante dans l'histoire de l'antisémitisme, spécifiquement, que le Royaume-Uni. Alors, il faut savoir que la France est quand même le pays de l'émancipation juive, donc c'est le premier pays qui a initié au lendemain de la Révolution l'émancipation de ces Juifs, c'est important de le dire, mais c'est également le pays qui, tout au cours du 19e siècle, a produit les textes antisémites les plus influents. Et donc, la France a énormément influencé l'antisémitisme révolutionnaire allemand. Que ce soit la science raciale ou la pseudo-science raciale, telle qu'énoncée par un Ernest Renan, ou un antisémitisme politique beaucoup plus virulent, comme celui d'un Édouard Rumont. Je pense que le Royaume-Uni n'a pas une histoire de l'antisémitisme qui est comparable. Et aussi, n'oublions pas que la France a été complice de la Shoah. L'État français, sous le régime de Vichy, a été complice de la Shoah, a envoyé un très grand nombre de Juifs dans les camps d'extermination, et cela n'a pas eu lieu pour des raisons historiques au Royaume-Uni. J'ajouterai également que ce que je définis comme le complotisme racial, donc une forme de complotisme qui met en scène des minorités racisées, et plus précisément les Juifs et les musulmans, ce complotisme a une place beaucoup plus importante dans l'imaginaire des Français. Et donc les théories du complot auxquelles je fais référence sont les mythes de domination juive qu'on retrouve au 19e, au 20e siècle. Et plus récemment, les mythes d'islamisation de l'Europe, Eurabia, etc., qui sont des mythes qui sont énoncés en français. Et je mettrai le grand remplacement dans la même catégorie. Donc il y a une place centrale de la France dans la production de ce genre de texte. Une dernière chose que j'ajouterai pour différencier l'espace français de l'espace britannique et plus globalement anglophone, c'est que le Royaume-Uni et les États-Unis sont des sociétés qui sont polarisées sur la question du racisme. Alors qu'en France, il y a, notamment sur le déni de l'islamophobie et sur la diabolisation de l'antiracisme, une unanimité des élites culturelles, intellectuelles et politiques qui transcendent les familles politiques. Donc je pense que c'est une parfois même en différence France, de taille. si je puis me permettre, parfois c'est même la gauche qui est la plus créative pour opprimer certains groupes, notamment les musulmans. Il y a énormément de choses qui viennent de la gauche et c'est un paradoxe effectivement qu'on ne retrouve pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Exactement. Et donc là, quand on va parler tout à l'heure du déni d'islamophobie, c'est un argumentaire qui vient principalement de la gauche laïque. Ok. Pseudo-gauche peut-être. On verra. Alors, on a effectivement posé le cadre. On va évoquer un thème qui t'est cher, qui est le déni raciste. Le déni est central dans la perpétuation du racisme et permet de le maintenir en place et de ne pas être tenu responsable quand on est auteur ou autrice de racisme, tout simplement de s'en laver les mains. Le déni a de nombreuses fonctions et de nombreuses conséquences dont on va parler. Est-ce que tu pourrais commencer par définir le déni ? Oui, alors on pourrait définir le déni comme un discours dont le but est la négation ou la banalisation ou la justification de l'islamophobie ou du racisme. Et c'est un discours qui est souvent accompagné d'une accusation de radicalisme, d'extrémisme, voire de séparatisme récemment en France, et parfois également d'une inversion de la charge de racisme. C'est vous les vrais racistes. Alors, si on m'avait donné un franc belge à chaque fois qu'on m'a dit que c'était moi le raciste, dans ce genre de contexte, je serais aujourd'hui au moins millionnaire en francs belges. Ah bah, je pense qu'on serait tous, je serais aussi installé sur un beau matelas d'or hein, si à chaque fois qu'on m'avait qualifié de raciste, j'avais eu de l'argent. Après, donc moi, mon travail jusqu'à aujourd'hui, c'est porté sur le déni de l'islamophobie spécifiquement, mais il faut que je précise que le déni du racisme est un phénomène généralisé.
Et en fait, il s'agit d'une des approches, voire l'approche principale dans des discussions au sujet du racisme dans l'Occident postcolonial, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté de l'Atlantique. Pour vous donner un exemple, W.E.B. Du Bois, le sociologue afro-américain, parlait déjà de déni et des mécanismes du déni il y a plus de 100 ans de cela. Donc il y a une littérature sur la question. Et plus récemment, Robin DiAngelo a proposé son concept de fragilité blanche, qui est aussi le titre de son livre, où elle décrit les types de comportements qu'elle a observés sur plusieurs années au sein des populations blanches américaines lorsqu'il s'agit de discuter du racisme. Et elle décrit ces réactions comme, par exemple, la colère, la culpabilité, le silence accusateur, l'agression ou alors les larmes. Euh, On connaît ça par cœur. J'ai le droit de sourire. Oui, je m'identifie à ce que tu viens de dire. À chaque mécanisme, on avait un visage à coller. Après, je pense que ce qui est important de préciser d'un point de vue historique, c'est qu'il y a une conjoncture historique aujourd'hui, et par aujourd'hui, j'entends depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui facilite le déni. De nos jours, il n'y a plus de loi ouvertement raciste. D'accord, dans le sens où il n'y a plus de loi de Nuremberg ou de Jim Crow ou de code de l'indigénat, l'apartheid a été aboli. Et je pense que dans les sondages d'opinion, l'écrasante majorité des gens partout dans le monde occidental condamnent explicitement le racisme. Donc tout cela favorise le déni, puisque tout cela favorise l'idée selon laquelle le racisme fait partie du passé. Et les personnes qui parlent de racisme, les racisés ou les antiracistes, font en fait de l'auto-victimisation. Nous sommes dans une période de l'histoire où, selon Charles Mills, le racisme est implicite ou latent, dissimulé. Et donc, il faut souvent avoir les outils pour pouvoir le détecter et l'identifier. Mais la réalité est que le racisme, en tant que système de domination ou de régime de pouvoir, existe bel et bien. Il est objectivement observable, il est quantifiable. Il y a évidemment tout un champ d'études qui s'occupe de la question. Et en fait, il semblerait même que la direction de l'histoire n'est pas vers l'égalité, puisqu'il y a, à certains aspects, le racisme s'empire. Donc il y a plusieurs exemples. Par exemple, aux États-Unis, la ségrégation géographique est en train de s'empirer depuis les années 90. Donc les indicateurs ne sont pas tous positifs. Donc tout cela nous amène dans une situation où il y a un véritable fossé. Il y a un fossé entre l'expérience des racisés, pour qui le racisme, dans sa dimension systémique, institutionnelle et aussi individuelle, est évident, et l'expérience des Blancs majoritaires, pour qui le racisme reste quelque chose d'abstrait, dont ils n'ont pas de ce que j'appelle la mémoire épidermique, quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes personnellement eu l'expérience. Et en fait, ils sont mal à l'aise quand on en parle. Sur la question du déni, dans mon expérience personnelle, hein, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que il y a énormément de déni dans la perception par le grand public du racisme anti-asiatique. En 2024, on est encore en train de se poser la question, enfin beaucoup de gens se posent encore la question de savoir est-ce que ça existe vraiment. Alors, on a fait des progrès depuis quelques années, puisqu'il y a eu des tragédies qui ont permis de révéler en fait l'existence certaine de ce racisme, mais ça a été quelque chose qui a été douloureux en fait. Bien que les savants, on va dire les universitaires globalement, ont documenté l'existence d'un racisme anti-asiatique depuis bien longtemps, des siècles. Le fait que l'habit du péril jaune a été changé en fait en fonction des époques, ça effacé finalement l'existence de ce racisme à chaque fois. En fait, on recommence et on se redemande mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que tu inventes? Donc cette question du déni, comme tu dis, elle opère dans de nombreuses oppressions, et ça me fait aussi penser, tu vois, au féminisme, parce que sur cette question de féminisme, c'est pareil. Là, c'est pas les textes. Il y a aucun texte qui, en France en tout cas, et dans une grande partie du monde occidental, il n'y a pas de texte qui va nommément
traiter de façon inégale le genre féminin et le genre masculin, mais l'interprétation des textes fait que leur application dans la vie de tous les jours crée ce fossé dont tu parles. Et je pense que c'est pareil pour le racisme et pour de nombreuses oppressions, c'est que on est sur pas la théorie, mais on est sur comment est-ce que les personnes racisées et les personnes femmes et les personnes vivent. Oui, handicapés. Vivent ces oppressions qui les ciblent au quotidien. Et, et ce qui aussi justifie ton approche, puisque dans ton travail sur la question de l'eugénie, tu as une approche multidisciplinaire qui est assez spéciale, parce que ce sujet ne peut pas être appréhendé uniquement par le prisme de l'histoire, donc qui est ta discipline principale, mais tu aussi tu implémentes des idées de sociologie, comme tu citais sociologue, aussi de psychologie, et tout ça c'est nécessaire pour appréhender ça. Et est-ce que tu peux déjà nous expliquer aussi pourquoi c'est important de ne pas formater en fait ces sources, et à quoi sert le déni dans le mécanisme du racisme en lui-même? Eh bien, pour moi, le racisme est un système, tout d'abord, est un système de croyances et un système de pratiques qui produit des désavantages systémiques pour un certain nombre de groupes dans la société. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche holistique. J'étudie l'antisémitisme aussi bien que l'islamophobie et d'autres formes de racisme, la négrophobie, etc. Et évidemment, je pense que tous ces phénomènes, ce qui inclut évidemment le racisme anti-asiatique, font partie du même système. Et je trouve que c'est analytiquement beaucoup plus adéquat de les analyser de cette manière-là, d'avoir une approche holistique. Ce qui n'est pas vraiment le cas en fait dans la littérature existante, puisqu'il y a des concurrences en fait entre les champs et entre les groupes de chercheurs, notamment entre l'antisémitisme et le racisme. L'antisémitisme n'est pas toujours considéré comme une forme de racisme, puisqu'il y a encore l'idée selon laquelle l'antisémitisme est un phénomène singulier. Et donc cela crée toutes sortes de problèmes, notamment, je pense pour ma part, que les études de l'antisémitisme n'ont pas, ces dernières décennies, réussi à intégrer les théories de la critical race theory, par exemple. Il n'y a au jour d'aujourd'hui aucune étude sérieuse de l'antisémitisme dans sa dimension institutionnelle, par exemple, ou dans sa dimension systémique. Donc, il y a un phénomène qui a des manifestations multiples et qui donc demande qu'on l'approche et qu'on l'interroge de manière interdisciplinaire. Et effectivement, l'histoire est absolument indispensable, mais également la sociologie et plus précisément la critical race theory que j'essaie d'appliquer à l'islamophobie et à l'antisémitisme. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire également pour le racisme anti-asiatique. Je pense que c'est un modèle théorique qui peut s'appliquer à toutes les formes de racisme. Et au-delà de cela, évidemment, il y a l'intersectionnalité des expériences et l'intersectionnalité des formes d'oppression basées sur le genre, l'identité sexuelle, la classe, le niveau d'éducation, le validisme et ainsi de suite. Reza, le déni s'exprime de manière particulière et a vraiment un objectif dans le fait de freiner la lutte antiraciste. Oui, exactement. Et il y a pour cela un certain nombre de stratégies qui sont mises en œuvre. Et l'une des stratégies les plus importantes pour moi, donc c'est là où je parle un petit peu, où j'utilise des concepts qui nous viennent de la psychologie et de la psychologie sociale, c'est le gaslighting. C'est un mot Alors, qu'on entend beaucoup, mais est-ce que tu pourrais ouais. le définir? Je vais essayer de le définir donc pour les auditeurs. Donc le gaslighting n'est pas du tout l'immolation d'une personne. Cela n'implique pas ni le feu, ni le gaz, ni les briquets. C'est en fait une manipulation psychologique dans une situation d'abus où on protège l'abuseur en semant le doute dans l'esprit de la victime. On dit à la victime, par exemple, de racisme ou d'attouchement sexuel, etc., ça ne s'est pas passé comme ça. Tout ça, c'est dans ta tête. Voire, on lui fait croire, ce qui est totalement abusif d'un point de vue psychologique, qu'elle a invité et donc mérité l'abus. Alors, par exemple, on lui dirait « Tu as de mauvaises intentions, donc ne t'étonne pas que. Tu t'habilles de telle manière, donc ne t'étonne pas que tu attires l'attention. » Et dans les cas extrêmes, il y a une inversion
complète de la charge. Et de nouveau, on en revient au fameux « c'est toi le raciste ». Donc ce que tout cela indique, c'est que en fait le déni découle d'un privilège qui du blanc, qui consiste à le protéger du malaise d'une discussion sur le racisme ou de la reconnaissance du racisme aux dépens du racisé ou de l'antiraciste. Donc c'est pour préserver son confort en fait. Exactement. Et son innocence. Donc il ne faut surtout pas créer de malaise ou de sentiment de culpabilité pour le blanc. Peu importe le prix pour le racisé et l'antiraciste. Et donc pour éviter ce malaise, tous les coups sont permis. Et j'ai été moi-même dans mon histoire personnelle insulté, jeté dehors dans des situations comme ça par des personnes extrêmement proches. Ce qui a été évidemment une expérience assez traumatisante pour moi. Un auteur américain dont j'ai oublié le nom a une analogie que je trouve très intéressante, c'est l'analogie de l'accident de la route. Donc c'est comme si, donc imaginez-vous qu'il y a un accident de la route et en fait les passants se ruent sur le chauffeur du bus pour voir s'il va bien, alors que la vraie victime de l'accident est par terre en train de saigner dans l'indifférence totale des personnes aux alentours. C'est l'histoire de notre vie que tu as résumée. Et Gaslight, je rappelle juste que le terme vient d'un film de 1944 qui s'appelle en français Antise, qui est un film de Georges Cukor qui vaut vraiment le détour. Ouais. Et faut absolument pas comprendre ce terme de manière littérale. Donc ça n'a rien à voir avec le gaz, comme tu disais avant. Et je voudrais aussi parler de cette expression que tu as utilisée. Tu dis que dans le racisme aujourd'hui, depuis 1945, comme le racisme est une forme disqualifiante c'est infâme en fait le racisme. Donc personne ne se revendique raciste. Et donc ce qui fait que les seules personnes qu'on désigne de racistes, c'est en anglais les bad apples, ça veut dire les mauvaises pommes. En fait, c'est les fruits qui sont pourris de l'intérieur, mais c'est les mauvaises pommes dans un arbre, c'est censé être des exceptions en fait, des personnes vraiment à la marge, comme l'extrême droite, en fait, par le fait de dire que ça c'est un discours d'extrême droite, c'est pas du tout. Et ça aussi c'est une forme de déni. Ça veut dire que on repousse en fait le racisme comme si c'était le fait d'une forme de moralité. Et encore une fois, donc le racisme doit être politique. L'antiracisme, pardon, doit être politique. Le racisme. Et le fait de désigner ces personnes-là comme étant des personnes mauvaises, intrinsèquement pourries, mais pas la société dans son ensemble, ça c'est un vrai souci. C'est ça qui continue aussi à faire du déni, et notamment en France, quelque chose d'assez courant. Oui, parce qu'en fait, l'idée de la bad apple, c'est que en fait, elle pousse sur un arbre qui serait sain, alors qu'en réalité, c'est l'arbre qui est pourri depuis la racine, quoi. Donc, voilà, on peut encore dire que c'est nous les racistes, qu'on critique la France et tout, mais la réalité, c'est que en fait, c'est le racisme étant structurel, en fait, c'est dans toutes les strates de la société que il faut, agir et déterminer le fait qu'il y a un problème. Et effectivement, tu évoquais la France, peut-être qu'on peut en profiter pour parler de la France et de son caractère exceptionnel, parce qu'on parle beaucoup de l'exception culturelle française, et souvent c'est quelque chose de positif, mais d'après Tetrao, c'est pas toujours le cas. Après, je voulais aussi préciser que donc, même dans un discours de type Bad Apple, la barre est très très haute pour que quelqu'un soit considéré comme une mauvaise pomme, parce que même l'extrême droite n'est même plus critiquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours, c'est de dire l'extrême droite était raciste avant, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Non, et aussi le racisme n'est plus assumé, c'est-à-dire personne ne se définit comme raciste, absolument personne. C'est vrai. Donc exemple typique, Donald Trump lorsqu'il a dit « Je suis la personne la moins raciste du monde ». D'accord. Et vous regardez les suprémacistes blancs, l'extrême droite en France ou ailleurs, Marine Le Pen, etc. Personne. En fait, les gens prennent outrage quand on suggère qu'il y a du racisme dans leur groupe, dans leur cercle, dans leur discours, dans leurs actes. Mais où sont les racistes alors ? C'est nous. Alors la France, dans tout ça. Et donc, c'est aussi dans ce contexte que, notamment en France, on a
véritablement discréditer le terme de racisme, comme si ça n'existait plus. Alors, tu vois, si on regarde Alain Finkielkraut, Renaud Camus, par exemple, qu'ils aiment beaucoup et qui chantent les louanges l'un de l'autre régulièrement, dans leur discours, le racisme n'existe plus. Le vrai racisme, c'est l'antiracisme. Mais tu te souviens, Grâce, on a fait une émission, quand on a sorti Kif Taras, on allait dans une émission pour faire la promo du bouquin, et il y a une meuf, une journaliste qui s'appelle Eugénie Bastier, qui nous a fait tout un speech pour conclure, et en disant que le seul racisme systémique qui existait en France, c'était le racisme anti-blanc. On était avec son brushing là. On était sur les fesses. On savait plus quoi dire. Là. En fait, j'ai éclaté de rire. Grâce était sonné. On s'est dit mais attends, elle est sérieuse. Tu n'as pas lu le livre en fait. Tu nous invites, mais tu n'as pas fait ton travail. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans ce genre de piège, le moyen le plus simple, c'est de concevoir le racisme comme un régime de pouvoir. Exactement. Alors, dans quelle direction va le pouvoir en France? Qui est au pouvoir? Qui représente les élites? Est-ce que c'est les blancs ou est-ce que c'est les racisés? Donc, quand on arrive à répondre une question aussi simple, évidente, objectivement observable, etc., on se rend bien compte que le racisme anti-blanc n'existe pas et qu'en fait, il s'agit d'une stratégie pour décrédibiliser la lutte antiraciste, tout simplement. Et tu dis que la France a une particularité dans l'élaboration des théories visant à disqualifier l'idée même d'islamophobie. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui. Alors, il faut savoir que le déni de l'islamophobie aussi est un phénomène relativement courant partout dans le monde. Mais je trouve que là, la France a vraiment une position exceptionnelle pour plusieurs raisons. Un, parce que l'origine de l'argumentaire le plus courant est française. Je parle beaucoup des idées de Caroline Fourest dans mon travail, oui, absolument. C'est pas des idées, on va essayer de les déconstruire. Je pense que c'est des idées, d'un simplisme. Je veux dire, un enfant de 5 ans pourrait les déconstruire, mais la question n'est pas là. La question est de savoir comment est-ce qu'un argumentaire aussi simpliste, aussi évidemment fallacieux, fait l'unanimité. Et c'est là l'autre exceptionnalité française. La position du déni de l'islamophobie est unanime dans les classes dirigeantes françaises. Les choses sont un tout petit peu différentes. Juste l'argument que je donne le contexte, l'argument qui a été créé par Caroline Fourest et Fiametta Wener, c'est de dire que le terme islamophobie avait été inventé dans les théocraties autoritaires musulmanes du Moyen-Orient pour disqualifier toute critique de l'islam. Et que donc, le fait d'utiliser ce terme serait une manière de soutenir les intégristes, les fondamentalistes qui refusent en fait qu'on ait une critique pour parfois légitime en fait de l'islam en tant que philosophie religieuse. Alors que ce que disent les gens qui sont contre l'islamophobie, qui veulent utiliser ce terme, c'est que l'islamophobie, c'est un racisme anti-musulman. Et en fait, Marwan Mohamed et Abdelali Ajat, Marwan Mohamed, qu'on a reçu ici d'ailleurs, ont écrit un livre sur l'islamophobie en 2013, dans lequel ils reviennent sur l'origine de ce terme qui a été inventé, si je ne m'abuse, en 1913 par des anthropologues français pour désigner un acharnement possible dans les colonies contre les musulmans. Donc, le comportement des agents coloniaux Absolument. Français en Algérie spécifiquement. Voilà. Donc ils les ont décrits comme islamophobes. Donc ce terme d'islamophobie n'est pas du tout inventé par les mollahs iraniens, comme le dit Caroline Fourest. Bien sûr que non. Voilà. Donc mais ça a été, ce que tu dis, c'est que ça a été déconstruit et que malgré ça, ça s'est répandu dans toutes les classes intellectuelles françaises de gauche à droite. C'est exactement ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que donc la théorie a été démolie complètement, et je pense qu'il y a un consensus sur le fait que c'est une théorie fallacieuse. Je pense que même Caroline Fourest et Fiametta Wener l'ont reconnu, puisqu'elles ont enlevé la phrase clé dans leur article, dans la version en ligne de leur article de 2003. Bon, et ensuite elles ont pataugé, ils ont essayé de remplacer cette théorie par une autre théorie qui implique la féministe américaine Kate Millett, qui serait allée en Iran pour défendre le droit des femmes à ne pas porter le voile, et qu'on aurait traité d'islamophobe, ce qui est également fallacieux. Je connais le travail de Kate Millett très bien, enfin ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais donc ce que je disais, c'est que effectivement, le mensonge est évident, mais la vraie question est de savoir pourquoi est-ce que ce mensonge, pourquoi est-ce que la totalité d'une classe dirigeante souscrit à ce mensonge encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans tous les discours élitaires en France, ou même dans les discours sociaux, enfin si on commence à discuter de l'antisémitisme avec un passant ou quelqu'un dans le métro, etc., cette théorie va ressurgir. En fait, ce qui importe, c'est la fonction de la théorie. Et la fonction de la théorie ici est de discréditer l'idée même
d'un racisme qui viserait les musulmans en associant ce terme ou cette idée-là avec le fondamentalisme. Parce qu'en plus, ce qu'on se dit, c'est que, bon, imaginons que ce terme soit impropre et qu'il ait été inventé par des gens pas recommandables. Voilà. On sait que c'est pas vrai, mais à supposer que ce soit le cas. Pourquoi ça vous empêche de vous mobiliser contre le racisme anti-musulman? C'est-à-dire que, en fait, vous passez tellement de temps à débattre du terme que vous faites tout sauf agir pour que le racisme qui vise les musulmans du fait de leur islamité cesse de survenir. Une autre fonction du racisme, en fait, c'est-à-dire travailler sur la forme Exactement. pour empêcher que le fond puisse être mis à jour. C'est exactement ce que c'était les gaslighting. C'est genre, tu dis, je suis victime d'islamophobie. On dit, mais attends, l'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé par les mollahs iraniens et toi, t'as ta galère, mais en fait. Donc ta galère n'existe pas. C'est ça, je parle de rhétorique. Mais là, de nouveau, la déconstruction pourrait être faite par un enfant de peut-être pas 5 ans, peut-être de 10 ans. Le terme d'antisémitisme a été inventé par un antisémite notoire, Wilhelm Marr, donc un antisémite révolutionnaire allemand en 1869, pour qui l'antisémitisme est la haine du sémite, donc il y a l'idée de la race sémitique à laquelle plus personne ne croit aujourd'hui. Et en fait, l'antisémitisme est une bonne chose dans le regard de Wilhelm Marr. C'est une question de patriotisme allemand. Il faut être antisémite. Et on ne questionne pas l'origine du mot antisémitisme. Donc tout cela démontre des asymétries qui sont très révélatrices. Je pense que l'origine d'un mot, de toute façon, a très peu de choses à voir avec le sens qu'on attache à ce terme. Tout le monde sait ce qu'est l'antisémitisme. Oui. Et je pense que tout le monde sait également ce qu'est l'islamophobie. Mais donc, le but est de discréditer le terme, mais l'idée générale, en fait, qui est derrière le terme, c'est-à-dire la possibilité d'un racisme anti-musulman, en prétendant qu'il a été inventé par les fondamentalistes, en fait, en prétendant qu'il s'agit là d'un complot fondamentaliste pour réduire au silence ce qu'on appelle les critiques légitimes de l'islam. Et donc, notamment dans l'espace français, et là je fais référence à Bruckner, Pascal Bruckner et à d'autres, ton grand ami, que des grands amis, qui compare l'islamophobie avec l'idée d'une loi contre les blasphèmes. En fait. Ah ok, ouais. D'accord. Et qui prétend qu'en fait, la fonction de l'islamophobie, c'est de réduire les gens au silence en les traitant de blasphémateurs. Il dit qu'il s'agit d'une arme de destruction massive du discours intellectuel, etc. Mais là également, c'est complètement fallacieux. N'importe qui peut voir que c'est totalement fallacieux. Personne n'a jamais été réduit au silence après avoir été accusé d'islamophobie. Je dirais même que c'est plus le contraire. Quand Kamel Daoud a été accusé d'islamophobie... C'est un écrivain algérien qui s'est exprimé au lendemain des agressions sexuelles qui ont eu lieu à Cologne, en Allemagne, qui a fait une tribune expliquant, en fait, naturalisant un petit peu ces agressions en disant que ces gens étaient des hommes musulmans et qu'en fait, c'est dans leur identité qu'ils avaient trouvé les motivations pour devenir des agresseurs sexuels. Donc, oui, c'est-à-dire c'est leur insatisfaction sexuelle, l'homme arabe au singulier qui a causé. Et donc, il a été, pour le coup, accusé d'islamophobie par 19 professeurs d'université français, britanniques et américains. Et donc, on a prétendu, tout le monde l'a défendu, Manuel Valls, Pascal Bruckner et compagnie. Donc, on l'a défendu en disant qu'on était en train de le réduire au silence. Enfin, c'est pas vrai. Donc, en fait, ça lui a donné une espèce d'aura d'héroïsme. Il est donc le héros martyr, si vous voulez, qui est sacrifié sur l'autel du politiquement correct, etc. Et ça ne l'a absolument pas réduit au silence. Il a continué à parler, il a continué à écrire. Mais ça lui donne presque un prestige, en fait, auprès de ces gens-là qui considèrent qu'ils sont opprimés par les musulmans. Et en fait, vas-y. Une dernière chose peut-être avant de terminer, ce que tu montres dans tes travaux, c'est même le contraire de ce que prétendent les gens qui ne veulent pas utiliser le terme d'islamophobe, parce que tu dis que l'utilisation du terme d'islamophobie en France coûte davantage, notamment aux universitaires qui l'utilisent, que partout ailleurs dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, il y a un coût énorme, je pense, pour l'utilisation du terme d'islamophobie, comme il y a déjà un coût pour l'antiracisme. C'est-à-dire ce qui m'interpelle à chaque fois que je traverse la Manche
pour aller à des conférences en France sur les questions de racisme. Et quand je rencontre mes consoeurs et mes confrères en France, c'est leur fragilité psychologique. C'est le fait que les conférences se transforment rapidement en thérapie de groupe, où les gens souvent se mettent à sangloter et ils vous racontent qu'ils reçoivent des menaces de mort. Ils vous racontent que leur carrière n'avance pas, qu'ils n'ont pas reçu de financement, qu'ils n'ont pas reçu de promotion, qu'ils pensent s'exiler. Et il y a des confrères, des consoeurs qui s'exilent en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs pour pouvoir travailler sans l'hostilité ambiante qui existe en France pour ce genre de travail. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose sur le fait que la spécialité française de ce déni de l'islamophobie se retrouve dans le consensus qu'il y a à propos du foulard pour la question féministe, puisqu'il y a clairement en France vraiment une acception très très répandue que le fait qu'il n'y a qu'un seul féminisme qui serait valable, et c'est un féminisme qui découvrirait les femmes et qui leur permettrait d'une forme de liberté de se vêtir, mais dans un seul sens, c'est-à-dire le fait d'enlever du vêtement. Et que là, maintenant, comme nous sommes en Angleterre, c'est évidemment quelque chose qu'on trouve pas du tout ici, que les femmes, plein de gens citent le fait d'être choqués par le fait d'avoir une femme qui porte le foulard à la banque, ou qui est autorisée à travailler en fait avec un foulard sur la tête, ce qui voilà est une spécialité française, le fait de nier la possibilité pour les femmes de se vêtir comme elles le souhaitent et de disposer de leur corps. Et même d'exister, parce qu'en fait, ce qui est particulier en France, c'est que toute femme musulmane qui porte un foulard, qui s'exprime dans l'espace public, se retrouve cyberharcelée. C'est-à-dire qu'on peut parler de Mariam Pouchtou, qui était leader syndicale étudiante, qui a pris la parole sur Parcoursup. On n'a absolument pas écouté ce qu'elle a dit. Elle a été harcelée en raison de son foulard. On a questionné son syndicat étudiant dans la légitimité alors qu'elle avait été élue. Je pense à cette chanteuse Menal Ibtissem, qui à l'époque portait un foulard, qui s'est présentée pour The Voice, qui chantait très très bien. Et tout à coup, son foulard est devenu le sujet de focalisation, et TF1 a remonté l'émission en supprimant sa présence, parce qu'on est allé chercher dans ses réseaux sociaux des déclarations qu'elle avait fait des années auparavant. Mais c'est vraiment son foulard qui a donné envie aux gens de chercher dans ses réseaux sociaux. Ou encore Iman Boun, qui est une jeune femme qui faisait des recettes pas chères pour les étudiants, et donc voilà, très utile dans un pays quand même où la crise économique est importante. Tout à coup, c'est une journaliste du Figaro. Il se trouve que la vidéo a été publiée sur BFM, je crois, de ces trucs et astuces a été publiée sur BFM le 11 septembre. Et en fait, une journaliste du Figaro a tweeté la vidéo en tapant 11 septembre, comme s'il y avait un lien entre son foulard et les attentats qui ont eu lieu en 2001 alors qu'elle n'était même pas née. Donc ça, c'est systématique. Il n'y a pas une seule femme qui porte le foulard qui puisse apparaître sans que ce soit un problème. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Après, il faut savoir que le Royaume-Uni est également une société systémiquement islamophobe, et il y a aussi une détestation du voile islamique au Royaume-Uni. Mais je pense qu'il est absolument inconcevable ici que l'État légifère et s'introduise de cette manière-là dans l'espace privé protégé des citoyens pour interdire le voile dans quelque environnement que ce soit. Et donc là, de nouveau, on a affaire à une exceptionnalité française, et c'est quelque chose qui est très intéressant à étudier à travers l'expérience des femmes voilées elles-mêmes. Donc, quand on se donne la peine de leur donner la parole, il y a plusieurs témoignages qui ont été publiés en France notamment, où de jeunes femmes voilées vous racontent leur voyage dans des pays absolument pas beaucoup mieux que la France ou le Royaume-Uni. Je pense à un témoignage sur une jeune femme voilée parisienne qui est allée rendre visite à des cousins aux Pays-Bas, et qui s'étonnait d'avoir passé une journée entière sans se faire insulter, sans se faire regarder de travers, sans qu'on refuse de la servir. Et elle pensait que c'était une forme de libération. Après, la place qu'a la femme musulmane dans l'imaginaire islamophobe est quelque chose de très important. Et je pense que les origines orientalistes de ce discours-là les origines coloniales et orientalistes sont extrêmement genrées. C'est-à-dire le colonialisme était énoncé, justifié au XIXe siècle, au début du XXe siècle, comme notamment
évidemment une mission civilisatrice, mais également comme une entreprise d'émancipation des femmes algériennes, musulmanes, etc. Mais là, de nouveau, la déconstruction est extrêmement facile. C'est-à-dire, on veut émanciper ces femmes-là, mais comment cela se fait-il qu'on réprime leur liberté et qu'on leur donne même pas la parole? Pourquoi est-ce qu'on les infantilise? Pourquoi est-ce qu'on les réduit au silence? Si on se donne la peine de leur parler, elles vous diront, en règle générale, et il y a des études qui ont été menées à ce sujet en France notamment, que la forme principale d'oppression qu'elles expérimentent, dont elles ont l'expérience au quotidien, est une oppression qui ne vient pas contrairement à l'idéologie islamophobe, des hommes dans leur famille, de leur père, de leur mari, de leurs frères, etc., mais de la société la société française qui les réprime. Et le fait même qu'on ne puisse pas parler de ces femmes-là et de leur émancipation en essayant de les protéger de cette violence symbolique, mais aussi verbale et physique et législative au quotidien, révèle l'islamophobie elle-même dans toute sa force et sa violence. On pourrait faire un épisode entier sur le travail que tu as consacré à l'islamophobie, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Reza. C'est moi qui vous remercie. Pour ta présence. C'est la fin de cet épisode de Kif Taras, donc avec Reza Zia Ebrahimi, qui est historien, qui est maître de conférence, qui nous reçoit aujourd'hui ici à King's College à Londres. Il est auteur de Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée, paru aux éditions Amsterdam. Si vous avez des commentaires, des questions, dont je suis sûre que vous aurez, puisque l'islamophobie est généralement un thème qui fait débat et qui fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Écrivez-nous sur kiftaras@kiftaras.com, nouvel email, merci de le noter. Ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, avec nos comptes @kiftaras ou avec le hashtag Kiftaras. Pensez à nous noter 5 étoiles de préférence, on en a besoin. Pensez à dire aux personnes de votre entourage qu'on est sur un flux différent de celui sur lequel on a fait les 96 premiers épisodes et que ça continue sur ce flux. Kif Taras est un podcast que nous produisons désormais nous-mêmes. Grâce à Rokhaya Production. L'habillage sonore magnifique que vous entendez est concocté par Baptiste Mayoraz. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Reza. Merci à toutes les deux.